Bonjour, bonjour. Alors je sais que d'habitude je parle souvent de livres que j'ai aimés, mais évidemment dans tout ce que je lis, il y a des choses que j'aime moins, qui passent moins, que j'apprécie moins. Et évidemment on se retrouve à lire des livres, ça arrive à tout le monde, qui nous plaisent pas. Et malgré cela, eh bien, de temps en temps on va quand même au bout parce que c'est rare que j'arrête un livre en cours de route. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Et il faut vraiment que ça me déplaise totalement pour que j'arrête, ce qui arrive évidemment. Il y a des livres auxquels on n'accroche pas et ça va pas, on peut pas aller plus loin qu'un premier tiers. Et puis de temps en temps, il y a des livres qui passent un peu moins bien. On se dit bon bah c'est pas génial, mais je veux quand même voir ce qui va se passer. Je vais laisser une chance. Et alors d'autant plus quand ça n'est pas si désagréable que ça. Il y a des livres, c'est un peu comme un film, qui sont pas si désagréables, qui se laissent lire comme des films se laissent regarder. Bon après, la différence c'est qu'évidemment un film peut être, ça passe plus facilement parce que c'est plus court, ce qui n'est pas le cas avec la série télé. Moi quand une série télé ne me plaît pas au bout de 1, 2, maximum 3 épisodes, mais c'est vraiment le grand maximum, en général j'arrête parce que c'est une perte de temps. Après on peut parfois se laisser embarquer sur quelque chose de moyen et on se dit après tout ça a été fastidieux, j'aurais pas dû aller jusqu'au bout de la série. Ben, c'est un peu pareil pour les livres, mais les livres prennent beaucoup plus de temps. L'investissement de temps n'est pas le même. Et là, je vais vous parler d'un livre qui m'a plu très moyennement, en fait. Et pour autant, je l'ai quand même terminé, parce que voilà, ça fait partie de ces œuvres qui ne sont pas forcément totalement désagréables à lire, mais dont on ne gardera pas un souvenir impérissable. Alors, aujourd'hui il est question d'Heroic Fantasy. Alors même si je vais un peu vite en besogne parce que c'est plus du fantastique, science-fiction, fantasy, donc c'est un mélange des trois. C'est ce qui fait l'originalité de ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu le lire. Il m'a été conseillé et on m'en avait dit plutôt du bien. Et donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et j'ai découvert rapidement, parce qu'on est vite plongé dans le bain, on comprend globalement assez rapidement de quoi il va retourner. Et ce livre s'appelle donc L'Adepte Bleu. Voilà, L'Adepte Bleu de Pierce Anthony, qui est un auteur assez connu. Il a fait les chroniques de Xanthe, où ça s'appelle Xanthe tout simplement. C'est pareil, une série fleuve, il y a énormément de volumes. Et pour l'infini, pour l'Adepte Bleu, là vous avez vu, il y a écrit l'infini éclaté, parce qu'en fait c'est le premier tome. Et donc c'est quand même un sacré pavé, parce qu'en fait il y a tout ça à lire. Il y a 3 tomes. Donc nous avons l'Adepte Bleu, l'infini éclaté, la suite qui s'appelle l'Adepte Bleu, et le dernier qui s'appelle Juxtaposition. Donc on a 3 tomes équivalents en taille qui font à peu près entre 400 et 450 pages chacun. Donc c'est une longue histoire qu'il faut digérer. Ça fait un gros pavé. Et bon, moi j'aime la science-fiction, j'aime le fantastique, j'aime la fantasy dans une certaine mesure. C'est peut-être la thématique que j'aime le moins entre science-fiction, fantastique et fantasy. Mais malgré tout, j'aime ça, la fantasy quand elle est bien écrite, quand elle nous emporte. Et donc j'ai attaqué l'Adepte Bleu avec de bonnes dispositions. Je me suis dit que ce serait sûrement un bon moment. Oh, je fais tomber mes lunettes. Que ce serait sûrement un bon moment. Et je me suis lancé là-dedans, sans aucun a priori. Bon voilà, j'ai commencé la lecture. Alors, le problème avec ce roman, au-delà du fait qu'il est très long à lire, ça c'est pas un problème quand c'est passionnant, mais bon après, comme je disais tout à l'heure, c'est un investissement de temps. Il faut quand même qu'on ait un retour sur investissement. Et c'est que justement, le retour sur investissement me concernant, il n'a pas été là. Alors, ce que je pourrais dire en très résumé, pour pas dévoiler pour les gens qui voudraient lire ce roman, on est entre la science-fiction et la fantasy, l'heroic fantasy. On est dans un monde un peu parallèle à celui de la planète Terre. On n'est pas sur Terre.
Mais par contre, on nous parle de la Terre. Donc, en fait, on a l'impression qu'on est on n'a pas énormément d'informations sur l'univers étendu autour de l'histoire principale. On a des informations, mais pas énormément. Et globalement, on est sur une autre planète. Et sur cette planète, il y a des castes, il y a des esclaves et des nobles. On va dire ça comme ça pour simplifier. Et on va suivre la vie d'un esclave qui s'appelle Steele, et qui est un homme d'une trentaine d'années, et qui en fait va vivre une aventure assez longue, et il va être propulsé dans une aventure qui le dépasse un petit peu. C'est un peu une quête initiatique, il va essayer de se comprendre lui-même et puis de comprendre un nouvel univers auquel il va être confronté. Et ce nouvel univers, c'est ce qui fait l'originalité du livre, c'est qu'il va réunir tous les éléments classiques de l'heroic fantasy, de la fantasy telle qu'on la connaît. Donc ce personnage principal vit dans son monde, un monde futuriste, mais malgré tout avec certains codes archaïques, mais ça reste un monde futuriste, et il va être propulsé par un biais scénaristique que je ne vous révèle pas, dans un monde parallèle à sa propre planète, qui est un monde où coexistent, alors je vous le dis en vrac, hein, des dragons, des licornes, des sorcières, des gobelins, des loups-garous, j'en passe. Enfin, globalement, tout ce qu'on peut imaginer de la fantasy et du fantastique. Je crois qu'il y a même des vampires. Donc déjà, loup-garou, on n'est plus dans l'heroic fantasy. Mais il y a de l'heroic fantasy avec des trolls, des gnomes, voilà, tout un tas de créatures de ce genre. Et lui-même qui est assimilé à un être humain. Donc, il est propulsé dans ce monde, et dans ce monde, il va vivre une aventure en parallèle de l'aventure qu'il vit dans sa propre dimension. Ça, c'est globalement ce qui va se passer dans ces 3 tomes. Une grosse aventure avec un enjeu important concernant ce personnage et concernant également les 2 mondes qui sont plus ou moins liés. Alors, c'est intriguant. C'est même plutôt intéressant quand on se dit ça, voilà, une histoire de monde parallèle, ça peut être bien mené, ça peut être sympathique. Mais on reste dans une histoire, somme toute, assez classique. Et je dirais que c'est un peu ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans une histoire trop classique. En fait, ça me fait penser à un autre auteur, David Eddings, qui est l'auteur de plein de romans de fantasy. Moi, j'en ai pas lu tant que ça, mais j'ai lu presque intégralement son cycle, un cycle important qui s'appelle La Belgariade. Et je crois qu'il y a 5 tomes, et je me suis arrêté au 4e. Donc, je fais pas un commentaire définitif parce que j'ai pas lu l'ensemble de l'œuvre, mais de ce cycle-là, de La Belgariade, mais j'ai lu 4 tomes sur 5. Peut-être qu'un jour, je finirai le 5e, mais fermons la parenthèse. Ça me fait penser, l'Adepte Bleu, à La Belgariade de David Eddings, à savoir une œuvre d'heroic fantasy, de fantasy science-fiction extrêmement classique, avec des codes que l'on connaît, qui sont un peu éculés, et qui laisse un goût amer comme ça dans la bouche. Alors, le livre n'est pas récent, hein. Ça explique aussi le thème un peu ancien. Je crois qu'il est de 80, mais l'édition française est plus tardive. Je vais vous vérifier ça tout de suite. Alors, il est de 80, et en fait, il a été traduit seulement en 1998. Donc, c'est passé un sacré bout de temps. Donc, c'est plutôt une œuvre, on va dire, de la fin des années 70. Et donc, la thématique, pour moi, est beaucoup trop classique. Cette histoire de confronter un monde, une planète, et un monde parallèle, doté de toutes les caractéristiques de ce qu'on connaît en fantasy, de mélanger tout ça dans un shaker, de secouer, d'en sortir une histoire, j'ai eu du mal à accrocher. Tout ça est beaucoup trop presque caricatural. Globalement, les méchants sont méchants, à quelques exceptions près. Les gentils le sont. Et on n'a pas beaucoup d'inquiétude, globalement, hein,
Pour les personnages principaux, pour le héros, un peu comme dans La Belle Gaillarde, c'est pour ça que je faisais le parallèle, les héros de La Belle Gaillarde, on suit un jeune homme, c'est pareil, on n'a pas d'inquiétude pour lui. Là, on est un peu confronté à la même chose, on n'a pas beaucoup d'inquiétude pour le personnage principal, et l'histoire se déroule gentiment. C'est plutôt bien écrit, oui, c'est agréable à lire d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue histoire, eh bien, ça traîne en longueur, et ça traîne d'autant plus que le personnage principal, comme je le disais tout à l'heure, il est coupé entre deux mondes. Il vit des aventures dans un monde parallèle, et il vit des aventures dans son propre monde. Et il y a quand même un problème sur la balance, parce que finalement, on s'intéresse beaucoup plus à l'aventure qu'il vit dans ce nouveau monde qu'il découvre, celui des licornes, des loups-garous, des sorciers, que les aventures qu'il va vivre dans son propre monde, qui sont censées être capitales. Alors je vais vous révéler juste l'intrigue du début. En fait, ce personnage principal, Steele, va participer dans son monde à des jeux qui offrent comme récompense la liberté. Encore une fois, c'était une sorte d'esclave. Et pour accéder à sa liberté, s'il gagne ces jeux, eh bien, il peut prétendre à un nouveau statut et à devenir libre, en fait, à accéder à un statut supérieur. Le problème, c'est qu'on nous parle tout au long des 3 tomes, enfin pas tout à fait, mais 2 tomes, de ces histoires dans son monde à lui, des histoires dans son monde parallèle, à égalité de temps de récit, et la partie concernant le jeu, c'est comme ça que ça s'appelle, le jeu, des épreuves auxquelles ce personnage va participer, eh bien, sont loin d'être passionnantes. Pour moi, c'est beaucoup trop descriptif. On n'arrête pas d'entrer dans des détails d'un jeu. Alors, il y a vraiment, quand je dis jeu, c'est vraiment, on ratisse très large. Ce personnage va participer à des concours, genre concours d'échecs. Une autre fois, il va participer à des concours de sport, des courses à pied, des courses de chevaux. Et tout ça est mélangé. Et finalement, ça n'est pas passionnant. Et il y a des séquences encore moins passionnantes que d'autres. On nous parle pendant des pages et des pages. Est-ce qu'il va gagner Est-ce qu'il va jouer aux échecs Est-ce que la partie va être gagnée? Et globalement, on se doute à chaque fois qu'il va gagner, ou presque, puisqu'on a 3 tomes à lire. Et on ne s'inquiète pas de ce point de vue-là. Et non seulement on ne s'inquiète pas, et c'est un peu lassant. Le monde parallèle, avec les loups-garous, les licornes et tout ça, est un peu plus intéressant. Mais il reste extrêmement classique. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. On est dans de la fantasy, puisque cette partie-là est plutôt orientée fantasy à 90%. La SF est plutôt réservée à l'autre partie le monde d'origine du personnage principal. Et donc cette partie fantasy, elle est vraiment classique. Elle n'apprend pas grand-chose. On a tous les poncifs du genre, de la sorcière, de la jolie dame dont on tombe éperdument amoureux. Bon, ça c'est un autre petit défaut du roman globalement. À chaque fois que le personnage principal tombe sur une fille, elle est toujours sublime. Alors, c'est bien les jolies filles, c'est pas le problème. C'est que quand c'est beaucoup trop fréquent, ça devient trop. Là, c'est trop présent. Toutes les filles sont extraordinairement belles, sublimes. Il y avait un peu ça, je crois, dans la Belle Gaillarde de David Eddings. Et voilà, c'est peut-être aussi un reproche que je pourrais faire. Je pourrais faire d'autres reproches. J'estime que l'auteur, Pierce Anthony, n'a pas réussi à se détacher de son monde américain. Alors, je ne vais pas vous citer énormément d'exemples, je vais en citer qu'un. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui reviennent tout au long du roman, et encore une fois, c'est long, hein. On a affaire vraiment à un gros pavé, tout au long du roman, des éléments trop américains qui, moi, ne passent pas dans un monde de fantaisie. Je vais en citer un seul. Je pourrais ne pas le lire, mais comme ça vous donne un tout petit peu un vague aperçu du style de l'auteur. Donc je vais vous le lire pour la forme, hein, et vous comprendrez après pourquoi je parle d'américanisation du propos. Donc voilà, un petit extrait simple, ça vous donne la teneur de l'écriture. Le tenant de l'échelon 6 faisait contraste avec le précédent concurrent. Il s'appelait Hulk. Son nom lui venait d'un obscur personnage de bande dessinée.
sévissant au cours d'un siècle antérieur et auquel il était censé ressembler. Homme puissant et de forte corpulence, il se spécialisait dans les exercices physiques, sans pour autant être dépourvu d'intelligence. Non seulement il était prêt à relever le défi, mais encore, il en attendait le moment avec impatience. Il se trouvait en dernière année de tenure et cherchait à obtenir un rang qualificatoire. Malheureusement, sa précédente tentative en vue d'accéder à l'échelon 5 avait échoué par la faute d'un jeu de hasard et il ne pouvait y prétendre à nouveau avant le périodique mouvement hiérarchique, à moins d'avoir victorieusement relevé le défi d'un candidat à son propre échelon. Bon voilà, je ne vous lis pas plus que ça. Donc là, on a affaire à un personnage qui s'appelle Hulk. Hulk, c'est précisé, hein, c'est notre ami Hulk, le monstre vert, le super-héros vert. Et donc, là, c'est un élément, il y en a d'autres. Ça ne remplit pas le roman, hein, mais il y en a d'autres qui nous rappellent que l'auteur est un peu centré sur son monde américain. Donc voilà, on est sur une autre planète, dans un monde qui est censé se dérouler de nombreux siècles après notre époque. Et notre ami Pierre Santoni pense que le personnage de Hulk va encore rayonner à cette époque et va pouvoir être utilisé pour donner un prénom à quelqu'un. Bon, d'autant plus que c'est, d'un point de vue prénom, c'est globalement le seul exemple qu'on a. Mais il y a plusieurs éléments comme ça qui nous rattachent à l'Amérique. Et moi, ça me dérangeait un petit peu globalement. Donc, le livre, comme je le disais au début de vidéo, n'est pas désagréable à lire. J'ai voulu le terminer, parce que je me suis dit quand même, il faut que je vois comment ça se finit, comment est-ce que l'auteur va se sortir de ces deux histoires parallèles. Il s'en sort plutôt bien, je ne vais pas vous dire comment ça se termine, mais malgré tout, ce qui arrive à la fin est d'un classicisme vraiment incroyable. On n'aurait pas pu faire plus classique. Donc on est vraiment sur une fin totalement attendu. Il y a globalement très peu de surprises tout au long de l'aventure et on traverse ça comme voilà, on traverserait un moment pas forcément désagréable. L'écriture était sympathique, on a voulu, quand on a de la curiosité, on a voulu voir ce qu'il arrivait. Et puis finalement, on ressort de la lecture de près de 1200 pages en se disant bon je me suis fait avoir un petit peu, j'aurais pas dû. et puis c'est tout en fait. Et il en ressort pas grand chose. Bon voilà, c'est une toute petite vidéo pour vous parler d'un livre. Qui m'a laissé un goût amer. Je sais que l'auteur Pierre Santoni a écrit d'autres livres. Alors, j'en ai même un autre d'ailleurs, qui est aussi un gros pavé, mais celui-ci il est en un seul tome. Je m'étais dit avant de lire L'Adepte Bleu que j'allais me lancer dans cet autre livre qui, je crois, pour le coup est de la vraie science-fiction. Et puis là, ça m'a un peu refroidi. Bon. C'est comme ça, il y a des romans auxquels on accroche, d'autres auxquels on n'accroche pas. Le côté beaucoup trop classique de l'Adepte Bleu, beaucoup trop prévisible, avec des personnages prévisibles, ça m'a un peu embêté. Plein de petites choses m'ont embêté. Je sais que tout au long du livre, à partir d'un certain moment, le personnage principal va être obligé de parler d'une manière un peu différente du langage qu'il emploie habituellement dans son propre monde, à savoir qu'il va devoir employer un vieux français. Alors évidemment, dans le texte traduit, moi je le lis en français, c'est du vieux français qui a été employé. J'ai pas vu la version originale, je sais pas ce qu'a choisi l'auteur Pierre Santoni en anglais, en américain, comme style pour signifier le vieux français, mais je vais quand même vous lire un tout petit extrait de ce vieux parler, vous allez saisir tout de suite, que moi je trouve pas forcément très agréable à suivre. Donc voilà, juste quelques lignes pour que vous compreniez. Hein. Donc là, il y a un échange entre plusieurs personnages. Voilà. J'ai regagné ma cage en comptant sur une tentative. Je ne pouvois, donc voilà, ce sont des formes anciennes de conjugaison. Je ne pouvois fuir sous ma forme humaine et je ne désirois plus sa mort. Je pense qu'elle est toi disposée à te laisser partir, disent-ils. Mais pour sauver la face, elle ne le pouvoit avant que j'entreprenne de vous délivrer. Bon.
Voilà, donc pouvoir, entrevoix, désiroir. On est sur une forme archaïque de français, à la mode médiéval ancien, et je trouve pas, premièrement, que ce soit vraiment utile, même s'il le justifie d'une manière un peu bancale, à mon sens, se parler qui est utilisé dans le monde parallèle, le monde de la fantaisie. Et globalement, je ne trouve pas que ce soit très... Bon, désolé, j'ai une petite coupure. Donc, je disais que je ne trouve pas que l'emploi du vieux français soit vraiment justifié. Ça alourdit un peu le texte parce que c'est vraiment très présent. À partir du moment où le personnage est dans le monde parallèle et qu'il discute avec d'autres protagonistes qu'il rencontre, ils emploient tous cette manière de discuter. Et surtout, en fait, ce vieux parler, à part cet emploi de vieux français dans certaines conjugaisons et quelques mots disséminés un peu comme ça dans le texte, globalement, il n'est pas assez marqué pour être crédible. Donc, ça n'apporte pas grand-chose au récit, à mon sens, à part l'alourdir un petit peu. Donc voilà, c'est un détail, mais ça en dit long sur ce qu'on peut penser de ce que je peux penser de l'Adepte Bleu. Voilà, c'est une toute petite revue. Ça vous aura donné une idée de l'Adepte Bleu. Je pense que le livre pourrait tout de même plaire aux gens qui sont vraiment férus de fantasy, de science-fiction. Alors, la particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est de croiser la SF et la fantasy, donc ça peut plaire à certains. Sans doute que je m'attendais à mieux. D'autres personnes pourraient y trouver leur compte. Sans doute que si on aime... qu'on est un gros lecteur de fantasy, que c'est le cœur de nos lectures, ce qui n'est pas mon cas, eh bien on pourrait y trouver du plaisir si on peut passer sur le classicisme de l'œuvre. Mais c'est aussi peut-être ce que peuvent rechercher des lecteurs, hein. C'est cette partie classique. Les gens qui seraient amoureux des histoires de licornes, des histoires de sorciers, de loups-garous, de trolls et tout ça, ils y trouveraient leur compte. Maintenant, il se pourrait aussi qu'ils soient comme moi et qu'ils se disent que le mélange de toutes ces créatures, finalement, ne passe pas vraiment. Il manque quelque chose. Alors, l'auteur, et je ne vais pas vous le dévoiler maintenant, il nous justifie par une sorte de pirouette scénaristique la présence de toutes ces créatures réunies au même endroit. Moi, je ne pense pas que ça tienne parfaitement. Globalement, il y a trop de créatures différentes, issues de mondes différents. Je ne vais vous prendre que deux exemples, à savoir les licornes, les loups-garous et les vampires, qui sont mélangés, enfin, on va dire, allez, licornes, sorciers, sorcières, loups-garous et vampires d'un côté, qui sont réunis en un seul récit. Et pour moi, ça passe pas. Il y a la justification qu'il avance, scénaristique, ne tient pas. Ça ne me va pas. Je pense que ça ne justifie pas la présence de toutes ces créatures réunies en un seul récit. Mais effectivement, quelqu'un pourrait être emballé. Et d'ailleurs, j'imagine que ce roman a eu du succès. Il est dans en plus en France, il est dans une très bonne maison d'édition. La Talente, c'est une bonne maison d'édition. Petit mot sur ces livres. Les couvertures sont très jolies, les illustrations. Bon, somme toute très classiques. Très classique et un peu trop révélatrice. Alors je ne veux pas vous dire, mais par exemple sur le tome 2, on a une couverture qui presque nous spoil un peu ce qui va se passer dans le récit. Ça, c'est vraiment un peu dommage aussi. Donc elles sont jolies, mais par contre, les livres s'abîment vite, hein. Ils ont tendance à prendre évidemment beaucoup trop de pliures. On le voit sur la tranche. Ça aurait mérité une autre manière d'être édité. Voilà un détail sur la technique, le côté technique du livre. Voilà pour l'Adepte Bleu. Faites-vous une idée, lisez-le par vous-même. Tentez au moins l'aventure peut-être du premier tome, où vous serez vite fixé. Je pense que les gens qui adhèrent au premier tome, voire même avant, au premier tiers du premier tome, il y aura tout dans le premier tiers du premier tome. Donc globalement, les gens sauront si le style, si les aventures que le héros va vivre peuvent plaire. Ils vont vite être fixés et savoir si ça peut correspondre à leur goût. Moi, j'ai senti rapidement
qu'il y avait des choses qui me déplaisaient, mais je me suis dit que ça n'était pas assez mauvais pour que je l'arrête. Non, mais c'est surtout que je voulais en parler en fait. Je voulais en parler parce que j'avais pas mal d'attentes sur ce livre et je me suis dit il faut absolument que je vois comment ça se termine quand même pour voir ce que l'auteur amène en fin d'histoire. Voilà, à bientôt pour autre chose.